Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je suis avec Pierre Engelbrecht, expert comptable chez Number. Aujourd'hui, il y a deux gros sujets qu'on va aborder. Le premier, ça va être la défiscalisation, puisque c'est un des problèmes, on va dire, qui peut se présenter lorsqu'on est indépendant, puisqu'on a des faibles charges. Et qui dit faible charge dit généralement impôt sur le revenu important. Est-ce que tu as des solutions, notamment dans l'immobilier, à nous proposer? Donc aborder ce sujet-là et ensuite aborder le sujet de l'investissement immobilier dans le cadre du LMNP, donc loueur meublé non professionnel, et LMP, loueur meublé professionnel. Oui, pas de problème. Donc d'abord, tu parlais de la défiscalisation. Donc là, je vais me baser essentiellement sur la partie immobilière. Donc de ce qu'on voit très souvent quand quelqu'un parle de défiscalisation dans l'immobilier, on entend souvent parler de loi Pinel, qui permettent d'acheter des immeubles, de bénéficier d'un avantage fiscal à l'acquisition. Donc c'est avoir une réduction d'impôt étalée sur plusieurs années, basée sur la valeur de l'immeuble qui a été acheté. Est-ce que tu peux nous donner une idée de la formule, de comment c'est calculé cette réduction d'impôt? Le plafond de la réduction, c'est 300 000 euros par contribuable et par an, et 5 500 euros par mètre carré de surface habitable. Et donc la réduction, pour une période de 6 ans d'engagement de location, elle est de 2% par an. Donc ça fait, étalé sur 6 ans, 12% du prix d'achat qui vient en réduction d'impôt à raison de 2% par an. Puis il peut y avoir des prolongations, une première prolongation de 3 ans, de encore 2% par an, et une deuxième prolongation de 3 ans, cette fois-ci seulement 1% par an. Ce qui fait qu'au global, on peut avoir une réduction d'impôt de 19% du prix d'acquisition du bien. Donc si j'achète un bien 200 000 euros, ça va être 20, 40, 38 000 euros de réduction d'impôt étalée sur 6 ans, tu disais? Là, c'est pas sur 6 ans, ce serait étalé sur 12 ans. Donc 2% par an. Ouais, 2% par an pendant 6 ans, puis prolongation pendant 3 ans, donc ça fait 9. Et 1% par an sur les 3 dernières années, donc de l'année 10 à 12. Ok. Donc, ça fait quand même une économie de 38 000 euros d'impôt. On se dit, voilà, c'est quelque chose que j'ai dans mon patrimoine immobilier, patrimoine personnel donc, et que je n'ai pas à payer aux impôts. Donc techniquement parlant, c'est un super argument de vente parce que tout le monde est réticent à payer de l'impôt, et quand on se dit plutôt que de payer de l'impôt, je vais m'enrichir personnellement en ayant de l'immobilier, ça parle tout de suite, et c'est d'ailleurs l'argument principal de vente pour toutes les personnes qui interviennent dans la vente de ce type de montage. Par contre, à titre personnel, toutes les personnes, je veux dire 99% des personnes que j'ai vues investir dans ces dispositifs Pinel et qui sont venues m'en parler ensuite m'ont dit qu'elles le regrettaient aujourd'hui. Qu'elles le regrettaient pourquoi? Parce que d'une part, à l'acquisition, le prix des dispositifs Pinel sont assez élevés et en général au-dessus du prix du marché. Donc ça veut dire que vous achetez un immeuble au-dessus du prix du marché. En plus de ça, pendant toute la durée de l'engagement de location, donc qui peut être de 6 ans, 9 ans ou 12 ans, vous êtes limité dans le loyer que vous demandez au locataire, donc avec une rentabilité moins importante qu'une location classique où vous êtes plutôt libre sur les loyers. Et troisième chose, au moment de la sortie, au moment de la vente, comme vous avez acheté à un prix supérieur au prix du marché, au moment de la vente, c'est l'effet inverse, vous avez une plus-value moins importante, voire pas de plus-value du tout. Parce que c'est souvent un phénomène qui est fait par bloc, c'est que un promoteur vend un bloc d'immeubles en loi Pinel à un instant T, et que au moment de la fin de la période d'engagement, tous les acheteurs veulent vendre, ce qui fait que le prix du marché diminue. Et encore une fois, plus-value moins importante. Alors, je vois quand même dans ce que tu dis une opportunité. Oui. Si j'arrive à identifier au sein du marché un certain nombre d'immeubles qui sont vendus, d'appartements,
6 années plus tard, donc au moment de la fin de la défiscalisation, est-ce que si moi je rentre à ce moment-là, est-ce que je peux toujours bénéficier du Pinel? Et est-ce que je peux bénéficier finalement de l'achat d'un appartement à un prix réduit? Un même immeuble peut potentiellement faire l'objet d'un Pinel une seconde fois, mais il y a toujours des critères à respecter. Et par contre, là, tu me poses une colle, est-ce qu'un même immeuble peut recommencer à zéro sur une défisque? Je ne saurais pas te dire comme ça, il faudrait que je me renseigne. Ok. Donc, est-ce que tu connais les critères qui font qu'un immeuble est en Pinel et en tout cas éligible au Pinel? Est-ce que moi, si demain j'achète un appartement ou que je fais construire, est-ce que je peux dire, hop, ça y est, c'est du Pinel? Il y a plusieurs conditions. Faut que ce soit certains types de logements. Donc de toute façon, c'est toujours pour de l'habitation. Ça peut pas être pour du commercial. Donc ça peut être du logement neuf, du logement en l'état futur d'achèvement, logement à construire, même logement ancien qui fait l'objet de travaux importants. Mais c'est toujours quelque chose qui va revenir à l'état neuf. Donc pour répondre du coup en partie à ta question sur au bout de 6 ans, au bout de 6 ans, il est plus considéré comme neuf. Donc tu vois, au bout de 6 ans, tu peux pas dire j'achète quelque chose qui était avant en Pinel, puisqu'il ne bénéficie plus des mêmes conditions quand toi tu l'achètes. Et après, les autres conditions qu'il peut y avoir, c'est par rapport au locataire, qui doit pas dépasser un certain montant de revenus dans son foyer fiscal. Donc ça veut dire potentiellement aussi des risques d'impayés un peu plus importants, puisque tu dois obligatoirement prendre un certain type de locataire. Et enfin, il y a aussi des zones. Seulement certains immeubles dans certaines zones peuvent bénéficier du Pinel, et chaque zone a son loyer plafond. Ça veut dire que tu as un prix du loyer au mètre carré qui est déjà défini et que tu ne peux pas le dépasser quand tu fais ta location. Donc c'est beaucoup de contraintes finalement, peu de liberté, un prix d'achat très élevé qui va rendre la rentabilité du bien finalement impossible. Donc c'est vraiment pour de la défiscalisation, mais la question ça va être est-ce que la défiscalisation que je vais effectuer va être suffisamment grande pour compenser finalement cette perte, que ce soit en capital, puisque à la revente je sais que je vais pas gagner d'argent ou je vais voir même en perdre, et en plus de ça je bloque je diminue ma capacité d'emprunt si j'ai fait un crédit pour investir. Oui. Donc ouais, c'est peut-être pas effectivement, je comprends mieux du coup les retours négatifs que tu as pu avoir, puisque c'est peut-être pas forcément le choix le plus judicieux. Exactement. Je dis pas que tous les dispositifs Pinel sont à bannir, je dis juste qu'il faut absolument étudier le dispositif dans son intégralité et voir déjà au moment de l'acquisition, est-ce que le prix d'achat il est cohérent par rapport au secteur, et se faire un prévisionnel de trésorerie pour pouvoir visualiser chaque année les rentrées d'argent, les sorties d'argent, l'impôt à payer par rapport au Pinel, et le comparer à un autre investissement qu'on pourrait faire à côté, même s'il y a potentiellement pas d'économie d'impôt, peut-être que ça peut être plus avantageux de partir sur un autre dispositif, notamment le LMNP ou LMP. Alors justement, parlons-en de ce LMNP, parce que je pense qu'il va intéresser beaucoup de gens qui nous écoutent. Alors pour la petite anecdote, pour la petite histoire, j'ai investi dans une maison dans le sud de la France. Je mettrai peut-être quelques photos sur le montage pour faire aller les gens, parce qu'elle est absolument magnifique. Elle est au cœur du centre-ville de Narbonne. J'ai une vue absolument imprenable sur la cathédrale. J'ai une terrasse au dernier étage. Enfin, c'est un truc magnifique. D'ailleurs, elle est disponible en Airbnb si vous souhaitez la louer. J'en profite pour faire la promo. Et j'ai justement utilisé le dispositif LMNP. Est-ce que tu peux nous le présenter, ce dispositif ? Alors, le LMNP, c'est en fait, ça veut dire location meublée non professionnelle. Donc, comme son nom l'indique, c'est une location en meublé
qui est, on va dire, en grande majorité prévu pour du logement. Il y a quelques possibilités qui sont faites pour la location de locales complètement équipés pour des professionnels, mais 90% des locations meublées non professionnelles sont faites pour de la location en logement, que ce soit de la courte durée ou de la longue durée. Voilà. Au niveau pour le comparer à la loi Pinel qu'on a vue juste avant, il n'y a pas d'incitation au moment de l'acquisition pour pouvoir avoir une réduction d'impôt. Par contre, vous êtes totalement libre au moment de la location et de la cession. De la cession, de toute façon, c'est quand même en fonction du marché, mais en tout cas, vous n'êtes pas plafonné au niveau des loyers que vous demandez aux locataires. Et il n'y a pas non plus de sélection de locataires en fonction d'un revenu du couple ou de la personne seule si elle vit seule. Donc il y a le choix qui est plus important au niveau des locataires. Le grand principe de la location meublée non professionnelle, c'est que on peut, par rapport à une location foncier classique, on peut amortir l'immeuble. Donc amortir l'immeuble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix d'acquisition de l'immeuble que vous avez payé à l'origine, ce prix d'acquisition, on va venir le passer en charge, le constater en charge chaque année pendant la durée de possession du bien. Donc il y a quand même une limite parce qu'on amortit un immeuble sur, en général, on va dire entre 30 et 50 ans. Même si tout n'est pas amortissable, il y a notamment le terrain qui n'est pas amortissable, mais pour faire simple, on va dire qu'on a une enveloppe d'immeubles de 200 000 euros, dont 180 000 euros amortissables, et ça, on l'amortit sur 40 ans, et donc chaque année, ça va donner un montant de charge qui va venir diminuer le bénéfice de la location meublée, et qui en plus de diminuer, vient très souvent le nullifier. Ça veut dire qu'en termes de résultat fiscal, on est un résultat fiscal proche de zéro, voire en dessous de zéro, sur la feuille d'impôt, et donc pas d'impôt complémentaire à payer. Ce qui n'est pas du tout le cas en revenu foncier, parce qu'en revenu foncier, il n'y a pas cette charge, qui est la charge en général la plus importante de l'année, et donc en revenu foncier, il y a toujours un impôt à payer. Charge qui, il me semble, peut être qualifiée de fictive, puisque on ne la paie pas, enfin, c'est pas vraiment une charge qu'on va payer tous les ans, entre guillemets, puisque quelque part, c'est la manière de prise en compte du coût de l'acquisition du bien, si je comprends bien. Oui, c'est bien ça. C'est, techniquement parlant, l'amortissement, c'est la perte de valeur par l'usure du temps. Même si pour l'immobilier, ça n'a pas vraiment de sens, fiscalement, c'est une possibilité, donc on l'utilise. On vient amortir chaque année l'immeuble. Et oui, c'est pas une charge qui est décaissée, c'est juste une charge calculée. Pourquoi? Alors, on dit souvent que le LMNP, c'est la dernière niche fiscale lorsqu'on souhaite investir en immobilier. Quels sont les gros avantages que tu vois à ce régime fiscal, surtout si on le compare, typiquement, on en parlait un peu plus tôt, au Pinel, ou même à un montage de type holding, comme on a pu parler la dernière fois, dans la dernière vidéo. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder le lien en description si vous voulez voir la vidéo qu'on a faite ensemble sur les différents montages possibles avec une SCI, son entreprise d'exploitation et éventuellement une holding. Est-ce que tu peux nous aider à comment est-ce qu'on peut comparer ces différents montages et savoir quel est celui qui est le plus intéressant dans notre cas, nous? Oui, d'accord. Je vais pas parler forcément de chiffres pour l'instant, parce qu'on verra peut-être ça un petit peu plus tard avec un exemple chiffré que j'avais préparé. Mais dans la théorie, le gros avantage du LMNP, c'est justement cette dotation aux amortissements qu'on peut passer chaque année, qui n'est pas possible en location foncier classique, donc que ce soit en SCI, à l'impôt sur le revenu, translucide, ou alors en direct. Par contre, c'est quelque chose qui est également possible dans une SCI à l'IS. Ça veut dire que dans la SCI, en foncier, on peut pas amortir. En LMNP, par contre, on peut amortir. Et en SCI à l'IS, on peut amortir. Donc on peut se dire, SCI à l'IS, LMNP, c'est pareil, donc c'est le même régime fiscal. Pas vraiment. Parce que
en LMNP, le résultat positif vient directement sur votre déclaration de revenus, donc au régime, votre taux marginal d'imposition plus prélèvements sociaux. En SCI à l'IS, c'est le taux d'IS, donc 15% en général sur un placement immobilier. Donc on peut se dire comme ça que si je suis dans une tranche à 30% d'impôt, j'irai plutôt dans la SCI à l'IS puisque je suis moins imposé. Mais le deuxième gros avantage du LMNP, c'est à la sortie. Parce que à la sortie, le LMNP, la plus-value se calcule par différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Donc ça veut dire j'ai acheté un immeuble 200 000 euros, je le revends 250. La différence entre le prix de cession 250 et le prix d'achat 200, j'ai une plus-value de 50. Et donc je suis logiquement imposé sur ça avant abattement qu'il pourrait y avoir. C'est la même chose que pour les revenus fonciers. Par contre, dans la SCI à l'IS, le calcul se fait complètement différemment et ça vient complètement gommer l'avantage qu'on avait pu voir, que j'avais pu donner juste avant sur les taux d'imposition, parce que au niveau de la SCI à l'IS, le calcul de la plus-value et de l'impôt sur la plus-value se fait par différence entre le prix de vente et la valeur de l'immeuble dans le bilan. Alors qu'est-ce que c'est que la valeur de l'immeuble dans le bilan? C'est le prix d'achat moins l'ensemble des amortissements qu'on a pu faire depuis son acquisition. Donc ça veut dire que l'immeuble que j'ai acheté 200 000 euros, qui est complètement amorti au bout de 40 ans, il a une valeur dans le bilan quasiment nulle, et donc ma plus-value, elle est de 250 000 euros si je reprends le même prix de vente que tout à l'heure, moins 0, et donc je suis imposé sur 250 000 euros. Auto d'IS. Ça fait mal. Donc, oui. Oui. Et en plus, là, 250 000 euros en IS, corrige-moi si je me trompe, mais on va avoir 15%, puis après 28, je crois. C'est ça? C'est ça. Au-delà de 40 000, au-delà de 38 120 euros exactement, on est à 28% de taux d'imposition. Voire si on vend un peu plus tard, ça descendra à 25, mais c'est imposition à 15% jusqu'à 38 000 euros, et au-delà, 28%. Et encore, là, l'argent, il reste bloqué dans la SCI. Toi, tu l'as pas en direct. Pour le récupérer, il faut repayer la flat tax sur le net. Exactement. Petite remarque aussi, l'avantage du LMNP en plus de celui-ci, alors, comment est-ce que je pourrais formuler ça? Disons que là, j'ai acheté dans le sud de la France. Si demain, je souhaite revendre ma maison, je peux décider d'en faire ma résidence principale de manière complètement légale, c'est-à-dire je n'habiterai plus à Lyon, mais je décide de déménager à Narbonne pendant quelques temps. Et si je vends cette résidence-là, alors que c'est ma résidence principale, je suis exonéré d'impôts sur la revente. Exactement. Quand on vend, c'est une des conditions d'exonération de plus-value. Il n'y a pas d'impôt à payer sur la cession de la résidence principale. Voire même, je dirais au-delà de ça, parce que c'est quelque chose qui est pas souvent détecté et qui est pas souvent dit devant le notaire parce qu'on n'y pense pas. Mais quand on n'est pas propriétaire de sa résidence principale, on peut vendre une résidence secondaire, parce qu'on est en location sur sa résidence principale, on a acheté une résidence secondaire pour la louer, c'est le cas de beaucoup de Parisiens parce que acheter à Paris c'est compliqué. Vendre une résidence secondaire dans le but d'acheter sa résidence principale est exonéré d'impôt. Comment est-ce que tu le justifies, ça? C'est en gros, c'est une déclaration sur l'honneur qui est faite devant le notaire au moment de la cession pour dire que voilà, je m'engage à acheter à la suite de cette cession dans en général 2 ans ma résidence principale. Très intéressant, je savais pas. Alors à ce propos-là, j'ai une autre question qui, je pense, va particulièrement intéresser ceux qui nous écoutent. C'est typiquement aujourd'hui, je suis un petit peu dans le cas que tu viens de décrire, dans le sens où j'habite pas à Paris, mais j'habite à Lyon. Mais j'ai remarqué en fait que l'investissement à Lyon ne faisait pas sens par rapport au taux de rentabilité. Généralement, les grandes villes, elles sont moins rentables puisque la plupart des gens, enfin, il y a beaucoup de gens qui veulent y vivre. Du coup, mécaniquement, le prix des biens monte, contrairement à des petites villes, notamment Narbonne, hein, donc sud de la France, où là, les prix sont plus intéressants. Les taux de rentabilité, du coup, que je peux obtenir sur je sais plus combien j'investis, 180 000 euros, c'était l'achat du bien,
eh ben, vont être beaucoup plus intéressants que si j'investissais à Lyon. Donc j'investis là-bas, je gagne, j'ai un certain cash flow avec cette maison. Maintenant, imaginons, donc là je loue typiquement à Lyon, ça fait 5 ans que je suis dans cet appartement. Est-ce que si un jour je décide d'acheter l'appartement dont je suis locataire, ai-je la possibilité de déduire le montant, ou en tout cas une partie des loyers que j'ai payés au propriétaire durant la période où j'ai été locataire dans ce logement? Tu veux parler au moment de la vente? Alors si, typiquement, je loue à Lyon aujourd'hui, si demain mon propriétaire m'appelle et dit Lilian, je souhaite vendre l'appartement dans lequel tu es, je crois qu'il est légalement tenu de me faire la proposition en premier de rachat. Je crois que je suis prioritaire. Exactement. Imaginons qu'il me fasse une proposition au marché, que j'accepte. Est-ce que il y a, il me semble, hein, peut-être que je me trompe, moyen de déduire une partie du montant des loyers que j'ai payés pendant toutes ces années du prix d'achat? Non, pas pour moi, non. Non, c'est impossible. Non, parce que ce sera au prix du marché. Donc tu acceptes de l'acheter au prix du marché. Ok. Très bien. Autre question par rapport à ce régime fiscal qui est le LMNP. Quels sont les critères d'éligibilité? Oui. Alors, pour pouvoir bénéficier du régime de LMNP, il y a certains critères à respecter, comme tu dis. Donc, premièrement, il ne faut pas dépasser 23 000 euros de loyer par an. Ça, c'est la première condition, qui est soit respecter ça, soit que l'ensemble des loyers de la location en meublé ne dépasse pas les autres revenus du foyer. Alors comment on calcule ça? C'est en gros, on reprend l'ensemble des salaires qui sont en général les autres loyers, les autres revenus du foyer, et on compare ces revenus-là aux loyers qui sont perçus en tant que loueur meublé non professionnel. Et si les revenus sont supérieurs au loyer, pas de problème, on peut bénéficier du loueur meublé non professionnel parce que justement, il y a les sources de revenus autres que la location qui sont supérieures au loyer. Et de là, on peut bénéficier du statut non professionnel. Et donc c'est l'un des deux. On pourrait très bien avoir des revenus inférieurs, mais tant qu'on ne dépasse pas les 23 000 euros, on reste en statut de loueur meublé non professionnel. C'est uniquement une fois qu'on dépasse ces 23 000 euros qu'on regarde l'autre condition. Donc, est-ce que tu as une idée à partir de le seuil plancher, on va dire? Parce que j'imagine qu'à partir d'un certain moment, je vais tellement augmenter mon impôt sur le revenu qu'il va être plus intéressant de basculer sur un montage notamment de SCI à l'IS avec une holding, plutôt que de faire du LMNP, voire LMP, puisque je crois savoir que, et tu vas nous en parler peut-être, de la transition qui va se faire, parce que si je suis plus éligible finalement à ces critères-là, je bascule de LMNP à LMP. C'est bien ça? Oui, exactement. À partir du moment où tu dépasses les critères de loyer, tu passes automatiquement, dès l'année de dépassement, en statut loueur meublé professionnel, qui auront des impacts fiscaux et sociaux. Par contre, sur la question de savoir à partir de quand ça devient intéressant de partir sur un régime SCI-IS, ça va dépendre aussi de toi, quels sont tes objectifs au niveau de tes investissements. Parce que tu pourrais très bien te dire, bah voilà, je reste en dessous du seuil du LMP, donc toujours bénéficiant du LMNP sur mon immeuble, et à partir du moment où je deviens positif fiscalement, je revends l'immeuble, tu pourrais très bien recommencer le même montage sur un nouvel immeuble, normalement un peu plus gros, parce que les loyers que tu as perçus t'ont permis de rembourser du capital et donc d'avoir une enveloppe plus importante pour un nouveau projet. Tu as des retours d'expérience là-dessus sur des gens qui ont mis en place ce genre de mécanisme? Oui, il y a beaucoup de personnes qui mettent en place ce genre de mécanisme, qui en gros se disent « j'achète un immeuble, je fais quelques travaux dedans qui sont du coup déductibles fiscalement, ce qui me permet d'être en première année
fortement déficitaire. Et donc ce déficit vient se compenser au fil des ans avec les bénéfices qui sont faits sur la location. Et donc au fur et à mesure, on diminue le déficit jusqu'à passer en positif, et à ce moment-là, on vend pour refaire un autre projet. Ce qui fait qu'au niveau impôt, c'est complètement neutre. Il n'y a pas d'impôt complémentaire à payer puisqu'on est en déficit chronique. Et au moment du passage en positif, on passe sur un autre projet. Soit en vendant le premier, soit en faisant un autre qui crée du déficit. Voilà et là, il y a nos limites. les schémas qui sont... Il y a nos limites du moment que nos revenus excèdent finalement les revenus immobiliers. C'est ce que j'allais dire. La seule limite, c'est ton salaire. Et imaginons que mon salaire à un moment soit inférieur de mes revenus immobiliers, que se passe-t-il? Oui. Tu passes en statut de loueur meublé professionnel. Et donc là, l'impact, c'est d'une part, tu payes des cotisations sociales sur ton bénéfice, puisque tu passes en professionnel, donc c'est considéré comme ton activité principale. Après, quel impact ça a sur toi, puisque tu es indépendant? Assez peu finalement, puisque les calculs de cotisation sociale se font sur le bénéfice de l'activité. Si tu es en déficit sur la location meublée, tu n'auras pas de cotisation sociale complémentaire à payer, puisque tu payes déjà des cotisations sur ton activité perso. Par contre, quand je dis ça, c'est en tant que TNS, hein, forcément. Il faut que ce soit en tant que travailleur non salarié. Si tu es président de SAS, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si tu es président de SAS, tu auras un cumul d'activités. Tu auras une activité assimilée salariée en tant que président de SAS et une activité non salariée en tant que gérant d'une location meublée professionnelle. Et donc là, même si tu es en déficit, tu as quand même des cotisations minimales à payer chaque année sur cette activité de location meublée. Et les cotisations minimales, elles sont de l'ordre de 1 500 € par an, ce qui est quand même déjà pas neutre dans un calcul de rentabilité quand on fait de la location meublée. D'accord. Donc il faut être prudent finalement avec cette transition LMNP, LMP. Est-ce que tu as peut-être des retours d'expérience là-dessus? Généralement, les gens restent en LMNP, ils font tout pour rester en LMNP. Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus? D'une manière générale, ils souhaitent rester en LMNP essentiellement par le fait de leur stratégie à l'origine, qui était d'avoir un déficit important et de l'apurer au fur et à mesure des années. Et donc, si on change de régime, eh bien, tous les déficits qui étaient sous le régime LMNP ne peuvent pas passer sur le régime LMP. Donc, ça veut dire que l'année de passage en LMP, on repart avec un montant zéro, sans antériorité, au niveau du bénéfice. Je vois. Donc il y a quand même, j'ai l'impression, même si c'est pas le but principal, on peut avoir une certaine propension à accumuler des biens immobiliers en LMNP, mais il faut avoir conscience qu'il va y avoir un plafond de verre qui va être finalement nos revenus. Oui. Et que qui dit revenu élevé dit impôt sur le revenu élevé. Exactement. C'est pour ça que quand on parle de niche fiscale du LMNP, c'est dans l'objectif d'être proche de zéro au niveau du résultat fiscal. Et si on a comme objectif de se dire je vais progressivement passer d'un régime d'indépendant vers un statut de rentier avec de la location immobilière en prépondérance, il faut faire attention à cette transition justement du passage de LMNP à LMP au moment où on décide de ralentir un petit peu l'activité professionnelle autre. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire? Est-ce que typiquement, je pourrais, et peut-être que c'est une question bête, mais je suis en LMNP, j'ai accumulé 1, 2, 3 immeubles, je décide de ralentir mon activité d'indépendant et de vivre sur mes revenus immobiliers. Est-ce qu'il est intéressant et possible de faire passer la propriété de ces biens de moi-même à ma SCI? C'est une possibilité, c'est justement ce qui est fait en général, pas forcément racheté par toi, mais en tout cas,
ça fait partie de la stratégie de se dire, bah voilà, je vais ralentir mon activité professionnelle, et donc, en parallèle, je vais choisir de vendre un immeuble pour pouvoir rester sous le seuil des loyers inférieurs aux autres revenus. Et possiblement, tu peux très bien le vendre ou l'apporter dans une de tes SCI pour le mettre en location d'une manière différente sous l'impôt sur les sociétés. Par contre, ce qu'il faut avoir à l'idée à ce moment-là, c'est que forcément, il y a un changement de propriétaire et donc on passe chez le notaire pour payer des droits d'enregistrement. Tu peux nous donner une idée du montant de ces droits d'enregistrement? Alors en cas de cession, en général, c'est 7,5% pour droits d'enregistrement plus honoraire du notaire. 7,5% du montant du bien? Entre 7,5 et 8. Ouais. Ça fait mal quand même. Ah bah en gros c'est ce que tu payes chez le notaire habituellement quand tu achètes un immeuble. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, parfois le choix c'est de céder à quelqu'un d'autre pour pouvoir réinvestir via la SCI sur une autre typologie d'immeuble qui correspond davantage à l'objectif à ce moment-là, à cet instant T. Parce qu'il y a eu un objectif qui était donné au début de l'activité, quand il y avait cumul entre location meublée et activité professionnelle, et l'objectif peut changer un petit peu et faire qu'il y ait un autre type de location qui est plus recherché au moment de la transition. Est-ce que tu pourrais nous donner une typologie d'investisseurs qui généralement se tournent vers le LMNP ou le LMP? Oui. Alors, la typologie que je vois assez régulièrement, il y en a deux types. C'est les salariés qui commencent à avoir un petit bagage de trésorerie parce qu'ils n'utilisent pas tout leur cash et qu'ils sont prévoyants. Ils se disent je voudrais garder ça au moment de la retraite au cas où. Et qui se disent, bah du coup, je vais le placer dans de l'immobilier, même s'il y a quand même la majorité qui est prise par emprunt. Le fait d'avoir du cash permet toujours d'aller voir la banque plus facilement pour négocier un emprunt. Et deuxième catégorie de personnes, ce sont les professionnels qui veulent, en plus de leur activité, investir dans l'immobilier et font le choix, pour un placement entre les autres, de faire au moins un immeuble ou un appartement en meublé pour pouvoir bénéficier de cette niche fiscale, avoir un complément de revenus et en parallèle, pourquoi pas partir sur un autre projet immobilier sous une forme SCI Holding comme on avait pu le voir dans la dernière vidéo. Il me semble qu'en LMNP, il existe deux régimes fiscaux, le régime réel et le régime microbique. On a le choix entre les deux. Oui. J'ai envie de te dire, comment est-ce qu'on choisit l'un ou l'autre? Alors, on choisit l'un ou l'autre essentiellement en calculant les charges qui vont s'imputer chaque année. Pour faire simple, le régime réel, on prend le montant des loyers, moins toutes les charges que l'on a payées au cours de l'année, moins la dotation des amortissements dont on a parlé tout à l'heure, ça nous fait un résultat net. Et on compare ça. Oui. Dans les charges, pour donner une idée aux gens, il y a les intérêts du prêt immobilier. Donc, généralement, le fait de faire un prêt immobilier va nous diriger vers du réel parce que, étant donné qu'il y a cette charge qui s'ajoute, c'est généralement pas négligeable, surtout au début de l'investissement, puisque on rembourse pas du capital au début, mais on rembourse les intérêts. Tu me corrigeras si je me trompe. Exactement. Ensuite, il y a aussi, par exemple, je crois, la gestion qu'on peut déduire, qui fait partie de ces charges. Et il y a aussi tout l'ameublement, tout ce qu'on va acheter pour meubler le bien, qui va entrer, qui va diminuer finalement qui va faire partie de ces charges. Exactement. Même si le mobilier en général est placé en immobilisation et amorti sur une certaine durée, en général 5 ans, effectivement, toutes ces charges-là sont à prendre en compte et tu fais bien de le préciser, quand on calcule les charges et qu'on calcule le remboursement de l'emprunt, il n'y a que les intérêts qui sont déductibles et pas le capital. Même si on se dit que on a un loyer qu'on demande au locataire
qui sert à couvrir en totalité l'emprunt, voire que quasiment, là, le remboursement de l'emprunt n'est pas une charge. Ce sont uniquement les intérêts. Et comme tu le disais, c'est au début de l'investissement que les intérêts sont le plus élevés, puisqu'ils sont calculés sur le capital restant dû. Donc au début, il y a beaucoup de capital à rembourser, et plus on avance dans l'emprunt, au plus le capital diminue, et donc au moins il y a d'intérêt. Voilà. Et pour la partie micro, le micro permet d'avoir un abattement qui est autorisé par l'administration, et cet abattement, c'est 50% des loyers. Donc si on a 1000 de loyer, on est taxé sur 500 €. D'une manière générale, quand on achète un bien par emprunt et qu'on l'achète au prix du marché, l'option du réel est plus avantageuse, fiscalement parlant, que le régime micro. Puisque rien que l'amortissement fait qu'on dépasse les 50% de charges. En tout cas, au début, pour les, je crois, 5 à 6, 7 peut-être premières années, je crois surtout. Et il me semble qu'on peut, tous les 2 ans, basculer de l'un à l'autre, non ? Il y a la possibilité, finalement, de changer de régime au bout d'une certaine période. Oui, il y a possibilité de changer de régime. Par contre, au début de l'achat, comme je disais tout à l'heure, en général, on est en déficit, ou alors vraiment très proche de zéro. Il y a peu de chances qu'au bout de 5 ans, on se rende compte que la tendance s'inverse complètement et qu'on passe au-dessus des 50%, en dessous des 50% de charge. Donc, en général, le choix se fait au minimum jusqu'à la fin de l'emprunt. Mais en général, de toute façon, un crédit immobilier est remboursé, on va dire en moyenne, des informations que j'ai pu avoir, c'est au bout de 7 ans. Donc, d'une manière générale, un immeuble acheté est vendu au bout de 7 ans. D'accord. Et quand les gens vendent leur immeuble, est-ce qu'ils remboursent systématiquement leur prêt ou pas ? Oui. Il y a possibilité de demander à la banque de le prolonger, mais comme la banque prend des garanties sur l'immeuble, il faudrait rechanger le contrat d'emprunt pour modifier les conditions, et la banque préfère toujours qu'il y ait quelque chose adossé dessus, donc il faudrait mettre en garantie autre chose pour que la banque accepte de conserver l'emprunt. Je vois. Et comme de toute façon, fiscalement parlant, les intérêts de l'emprunt deviennent plus imputés sur un revenu, il n'y a plus vraiment de raison de conserver l'emprunt. Peut-être une subtilité du LMNP, lorsqu'on choisit le micro-BIC et qu'on fait de la location courte durée, il me semble que le terme c'est la classification. On peut monter à 71% d'abattement. Sur certains, oui, à partir de... Alors, attends, parce que là, il va falloir que je regarde. Je dois avoir l'information moi aussi dans mes fiches, parce que j'ai pas mal étudié le sujet. Et il me semble que donc il y a cette classification-là qui permet de monter à 71%, qu'il faut demander, mais qui est tout à fait possible lorsqu'on fait de la location courte durée. Hôtelière, c'est ça, parce que justement, oui. L'État présuppose finalement. Pourquoi est-ce qu'ils autorisent un plus gros abattement ? C'est parce qu'ils présupposent que tu vas avoir plus de charges, ce qui est vrai. Lorsque tu fais de la location courte durée, charges étant l'accueil des personnes, le ménage, etc., etc. Donc la fiscalité est un petit peu plus souple à ce niveau-là. Tu veux ajouter quelque chose ? Oui, c'est ça. J'ai l'info là. Donc oui, tu peux bénéficier d'un abattement de 71% quand tu fais de la location meublée de tourisme classé et chambre d'hôte. Donc il faut quand même remplir toutes les conditions, mais pour cette catégorie-là, oui, l'abattement est de 71%. Est-ce qu'il y a un dernier point qu'on doit aborder sur tout ce qui est LMNP, LMP ? Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Est-ce que tu vois une information qui serait peut-être pertinente qu'on rajoute ? Alors, il y a la partie cession sur le LMP dont on n'a pas parlé. Par contre, elle est assez complexe à décrire,
puisqu'il y a deux plus-values qui vont être calculées, une plus-value court terme, une plus-value long terme, et qui vont être imposées différemment l'une et l'autre. Mais le calcul est assez complexe. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que en location meublée professionnelle, à partir du moment où on a fait cette location meublée professionnelle pendant au moins 5 années, on peut bénéficier également d'abattement au moment de la cession, en fonction du prix de vente qui va être négocié. D'accord. Donc, se renseigner là-dessus, si parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui sont à LMP et qui veulent vendre ou qui se posent la question de la vente de leurs biens. Oui, c'est ça. Faut se renseigner parce que le calcul est vraiment différent d'un bien à l'autre. Donc, pour pas vraiment complexifier la chose en parlant sans base, je préfère dire renseignez-vous. Ça marche. Merci. Je regarde mes notes et je ne vois pas d'autres aspects. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Oui, j'ai l'impression aussi. Si peut-être juste parler du fait que en location meublée non professionnelle, il faut obligatoirement avoir une comptabilité, ce qui n'est pas forcément le cas en revenu foncier. Donc il y a une liasse fiscale à déposer chaque année. Et donc forcément, il faut faire appel à un expert comptable, ou alors si vous avez la foi de le faire vous-même, faites-le, mais c'est assez complexe à remplir au niveau de la liasse fiscale. Voilà pour le premier point. Et deuxième point, c'est la CFE. En revenu foncier, il n'y a pas de cotisation sur la cotisation foncière des entreprises à payer. Par contre, dès qu'on passe en location meublée, qui est considérée comme une activité commerciale, il y a cette cotisation à payer. Elle est de l'ordre de entre 200 et 500 euros par an. Oui, il me semble que je l'ai reçu plusieurs fois déjà. Oui, c'est ça, logiquement. Oui, la première année, tu n'en as pas. C'est à partir de la deuxième année de mise en location que tu commences à avoir à payer cette cotisation qui est à payer en général pour le mois de décembre. Ça me fait penser à un autre point qui est peut-être intéressant qu'on partage. C'est typiquement, moi j'ai fait l'acquisition de mon bien en fin d'année. Donc mon bien à Narbonne, dont je parlais précédemment. Et dans ce cadre-là, j'ai fait des travaux. Ce qui est assez classique finalement lorsqu'on achète un bien, qu'on va faire du meublé, on va refaire la cuisine, on va refaire quelques trucs et on va le remeubler. Et à ce titre, le bien n'était pas disponible, n'était pas louable dès le 1er janvier de l'année suivante. Donc de l'année suivant l'achat. Oui. Et donc j'ai écrit une lettre manuscrite ou pas d'ailleurs, je me souviens plus, au centre des impôts, ou je me souviens plus si c'était le centre des impôts ou c'était à la préfecture de ma ville ou de mon département, en leur expliquant la situation, et ça m'exonérait d'impôts sur de la taxe d'habitation, je crois. Je veux pas dire de bêtises, Exactement. mais il me semble que c'est ça. C'est ça. C'est la taxe d'habitation. En gros, chaque propriétaire d'immeuble, d'appartement, est redevable de la taxe d'habitation s'il est propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année et qu'il n'y a pas de locataire attitré à cette date. Pour pouvoir en être exonéré, il faut pouvoir prouver à l'administration que le bien n'était pas louable en l'état, et donc que la taxe d'habitation n'a pas à être appelée, puisqu'il ne pouvait pas y avoir d'habitants dans les locaux. Et ça, c'est approuvé par tout moyen. Moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est de faire des photos. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Avec la date, pour pouvoir prouver que l'appartement pouvait pas être utilisé comme habitation. C'était pas habitable. Ok. Alors, petit rajout totalement impromptu, on discutait avec Pierre de ses investissements et justement de sa dynamique personnelle avec l'immobilier. Et donc, est-ce que tu peux me répéter ce que tu viens de dire, notamment sur quel statut fiscal comptes-tu choisir pour ton premier bien, puis ton deuxième, etc., etc. Oui. Donc, ce que je te disais, c'est que pour mon premier bien, je pense vraiment m'orienter vers le statut de LMNP, puisque, comme on l'a vu, c'est vraiment une niche fiscale super intéressante qui permet de
sans avoir d'ajout d'impôt, avoir des revenus complémentaires. Par contre, je pense pas cumuler les biens en LMNP, notamment à cause du risque fiscal qu'il peut y avoir dessus, parce que comme c'est une niche fiscale, forcément, c'est assez regardé par l'administration, et donc il pourrait y avoir des choix qui sont faits par l'administration pour venir taxer davantage ça, ou alors complètement remettre à plat la taxation du LMNP. Notamment, je sais qu'il y a une commission qui s'appelle CAP 2022 auprès du gouvernement, qui veut remettre à plat toute la fiscalité liée au LMNP. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Ce que j'envisage le plus, c'est plutôt de venir soit modifier la partie dotation aux amortissements qui ne serait plus déductible. Je vois mal comment ils pourraient le faire en cours de route, donc ça j'y crois pas trop. Par contre, c'est au moment de la cession, revoir le calcul de l'impôt pour prendre en compte toutes ces dotations aux amortissements qui ont pu bénéficier à la personne qui a fait l'investissement pour calculer un impôt différent à la sortie. Donc, vers quel statut ou régime fiscal vas-tu te tourner? Ou est-ce que de toute manière, tu vas attendre que les nouveautés arrivent pour ensuite prendre ta décision? Je veux pas attendre qu'il y ait ces nouveaux textes qui viennent pour changer complètement tous mes objectifs. Je préfère avoir un pied un petit peu dans plusieurs dispositifs pour me dire, bah voilà, s'il y a quelque chose qui arrive, ça va impacter un seul de mes biens et pas l'intégralité, et pas revoir l'intégralité de mon objectif à long terme pour juste une question fiscale. Je préfère me dire, voilà, j'ai un bien en LMNP qui me permet d'avoir des revenus complémentaires faiblement taxés, et à côté de ça, je me fais un patrimoine immobilier en SCI à l'IS pour pouvoir accumuler sous un régime fiscalement avantageux pendant toute la durée de détention, et voir quel dispositif je mettrai au moment de la sortie pour pouvoir optimiser ça. Je vois. Donc, ok. Et donc, tu penses dès le second bien faire une SCI à l'IS? Tout dépend de l'enveloppe du premier. Si tu vas dépasser le seuil ou pas? Donc, si je vais dépasser le seuil, ou alors même par rapport à l'enveloppe globale, si c'est un montant important, parce que ce que j'envisage de faire, moi, c'est plutôt que d'acheter un appartement, c'est prendre un immeuble et utiliser les différents appartements. Donc en fonction de l'enveloppe globale que ça va être, en fonction du nombre d'appartements, forcément, ça va impacter sur la suite. Donc ce que tu pourrais éventuellement faire, corrige-moi si je me trompe, mais c'est au sein de cet immeuble, dire il y a un appartement qui va être en LMNP et le reste dans une SCI à l'IS? Non, ça je ferai pas, ça c'est vraiment une usine à gaz au niveau du suivi, mais c'est juste, je prendrai cet immeuble-là en LMNP et une acquisition future, je le prendrai plutôt sous un statut SCI à l'IS. Je vois. Ok. Il y a une petite info que tu veux ajouter par rapport à tout ça? Non, je pense que là j'ai vraiment tout dit, j'ai pas d'autres petites informations que je pourrais avoir, je pense pas. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez la moindre question, je vous invite à vous exprimer dans le champ commentaire, de liker la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci Lilian. Hey, avant que vous partiez, si vous recherchez un cabinet comptable compétent, j'ai un bon plan pour vous. Number vous offre un diagnostic de votre situation actuelle, 2 mois d'accompagnement gratuit si vous avez déjà créé votre entreprise, et si ce n'est pas le cas, il vous offre la création ainsi qu'1 mois d'accompagnement. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien en description. C'est gratuit et ils sont super compétents. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, explosez les pouces bleus, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Past all the neon signs.